Alors bonjour tout le monde, merci d'être là si tôt après le Capture the Flag. Donc la présentation aujourd'hui, ça va être au niveau des communications sécurisées ou pas sécurisées, comme on veut dans Android. Ceux qui n'ont pas compris encore, on va parler de SSL, entre autres. Donc Watom SSL. Donc, je m'appelle François Gagnon, je suis professeur-chercheur au Cégep Sainte-Foy, je m'occupe du laboratoire de recherche en cybersécurité. Patrick a dit que c'était la seule plug, mais moi j'en ai une aussi. Donc, on a un lab de recherche au Cégep Sainte-Foy, on fait des projets de R&D. On a des étudiants, des super bons étudiants qui travaillent là-dessus. On a des profs qui travaillent sur ces projets-là. Puis ce qu'on veut, ce qu'on a besoin, c'est de faire des partenariats avec l'industrie. C'est de cette façon-là qu'on est capable d'avoir des subventions puis de faire travailler des étudiants. Puis c'est win-win pour tout le monde. Parce que, entre autres, les efforts qu'on met, bien, ça apporte beaucoup d'étudiants à avoir une formation en sécurité puis à éventuellement venir pouvoir travailler en sécurité. Donc la formule, c'est simple. On a des organismes de subvention, on a des partenaires qui mettent un peu d'argent, puis on leverage ça, puis ça donne plein d'argent pour faire un gros projet qui sont super intéressants. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, des compagnies qui sont intéressées par des projets, si vous avez des trucs que vous n'êtes pas en mesure de développer parce que vous n'avez pas assez le workforce pour faire ça, bien, on peut vous aider à faire des trucs là-dedans. Juste pour, avant de commencer, avant d'entrer dans la présentation, juste un petit sondage, voir qui a assisté à ma présentation au Hackfest l'année passée. Il y en a qui étaient là, qui en est. Bon, excellent, il y en a quand même pas mal. Vous êtes chanceux parce que j'ai complètement renouvelé mon set de jokes, fait que c'est des nouvelles jokes dans mes slides. C'est aussi du nouveau contenu. Je parle d'Android encore, mais ça n'a rien à voir avec ce que je parlais l'année passée. Est-ce qu'il y en a qui ont assisté à ma conférence au B-Sides cet été? Ok, vous autres, vous êtes moins chanceux, c'est les mêmes jokes. Donc, le projet que je vous présente, il a été fait avec des collaborateurs. Je n'ai pas fait ça tout seul, donc ça a été fait dans le lab. Les 4 premiers en haut, Marc-Antoine, Simon, Jonathan, c'est des étudiants qui étaient au Cégep Sainte-Foy, qui maintenant sont gradués et sont rendus à l'université, ils travaillent, peu importe. Donc, c'est vraiment eux autres qui sont à l'avant-plan. Les deux beaux jeunes hommes qu'on voit sur la photo, c'est les deux Marc-Antoine qui ont remporté pour ce projet-là le prix Force Avenir au collégial cet automne. Ça a été fait aussi en collaboration avec Catherine Boileau, qui est prof au Cégep Sainte-Foy aussi. Donc, on commence avec ça. Dans le fond, la petite mise en contexte, c'est est-ce que... donc, vous utilisez toutes des applications mobiles. Là, il n'y a probablement rien que moi qui n'a pas de cellulaire ici. Est-ce que vous faites confiance à votre réseau? OK? J'ai entendu un nom. Bon, j'espère que tout le monde a la même réponse. Normalement, non, on ne veut pas truster notre réseau, surtout les réseaux qu'on voit là, genre quand vous allez à une conférence, vous ne devriez pas truster le réseau. Quand vous allez dans un coffee shop, vous ne devriez pas. Puis même votre GSN, ben ça se pourrait qu'il y ait des trucs qui se passent. Puis by the way, quand quelqu'un set up un rogue station, ben il ne met pas une tête de mort dessus pour dire fais attention, connecte-toi pas là-dessus. Donc là, puis ça c'est les réseaux cellulaires, mais votre réseau à la maison, ben, vous ne devriez pas trop le truster, bien plus que ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met de la crypto par-dessus. Fait que la deuxième question, c'est est-ce que vous faites confiance à la crypto? Puis ben, la crypto, là, principalement, c'est SSL. Là. Donc, est-ce que vous faites confiance à la crypto? Y a-t-il quelqu'un qui s'asseye pour une réponse? C'est plus touché un peu. Tout ça hack dans la vie, effectivement. La réponse, dans le fond, ici, vous êtes un peu fourré. Là. Si vous ne faites pas confiance à la crypto, ben, allez-vous dans le bois, puis lâchez vos ordis, puis il ne se passe plus rien. Là. Fait que tu n'as pas le choix. Même si tu ne fais pas confiance à la crypto, il faut que tu y ailles. Mais en fait, c'est quand même bien fait. C'est quand même, tu sais, les trucs de SSL, c'est quand même... ouais, c'est quand même là. Mais bon. Mais moi, je pense sur la prémisse qu'il faut quand même truster cette partie-là. Le problème, puis c'est sur quoi on va parler aujourd'hui, c'est pas nécessairement la crypto mathématique. Bon, oui, il y a les implémentations des fois qui ont des erreurs, mais c'est qu'est-ce que le monde font avec. Puis là, on va voir aujourd'hui, si vous ne le savez pas, c'est drôle. Donc, est-ce que vous trustez vos applications? Puis là, la réponse est non, trustez pas vos applications. Et on va voir pourquoi. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, vite, on fait une petite introduction à SSL. Moi, je dis tout le temps SSL, là, mais c'est SSL, TLS aussi, même affaire. Bon. Un petit intro à SSL. Après ça, on va regarder comment notre truc fonctionne. Je ne vous ai pas encore dit c'était quoi. Mais on va regarder comment ça fonctionne.
Puis, on va regarder quelques résultats un peu d'expérimentation qu'on a faites. Et à la fin, on va regarder comment quelqu'un peut prendre quelque chose qui est beau, mathématiquement, puis se péter la gueule avec. Donc, ça, normalement, c'est intéressant. Donc, ceux qui ont assisté à la conférence au B-Side, vous n'avez pas le droit de répondre aux questions que je vais vous poser rendu là. Donc, ce que je présente aujourd'hui, c'est un outil qu'on a fait qui va nous permettre de tester est-ce qu'une application mobile Android est vulnérable à une attaque man in the middle. Okay, donc, grosso modo, c'est ça qu'on veut faire. Je commence par une petite introduction à SSL. Donc, le but d'SSL, de haut niveau, c'est de prévenir les attaques man in the middle. Donc, normalement, le protocole il est fait pour ça. On a des certificats qui servent à prévenir les man in the middle parce que c'est des situations vraiment inconfortables qu'on ne veut pas avoir à subir. Donc, SSL, vite, comment ça fonctionne? Le client se connecte au serveur et il dit « Salut, moi j'aimerais ça qu'on communique de façon sécuritaire. » Le serveur dit « Pas de problème, voici mon certificat. » Là, pour l'instant, il n'y a aucune encryption qui s'est faite. Voici mon certificat. Puis là, donc c'est un document électronique. Puis après ça, le client va utiliser le certificat, va ramasser l'information, puis il va commencer le chiffrement. Donc, il va utiliser la clé publique du serveur qui est dans le certificat pour encrypter un message qui normalement va être une clé secrète qui a été générée. Bon, on coupe les coins ronds un peu, mais grosso modo, ça va de même. Puis là, il envoie ces clés secrètes-là au serveur. Le serveur la décrypte. Puis là, il partage maintenant une clé secrète. Puis ils peuvent s'échanger des messages chiffrés avec de l'encryption symétrique. La catch ici, la partie sur laquelle on s'attaque, c'est quand le serveur il envoie son certificat au client, le client ne peut pas juste prendre le certificat, aller chercher la clé publique puis dire « j'encrypte ma clé de session avec cette clé publique-là ». Parce qu'il n'y a aucune espèce d'idée, le certificat, il vient d'où en réalité. Ça peut être n'importe qui, ça peut être moi dans le milieu, donc un man in the middle qui dit, tiens, voici le certificat du serveur. Donc, il faut qu'il fasse une validation, il faut qu'il s'assure que le certificat qu'il reçoit, c'est bien celui-là du serveur avec qui il est en train d'essayer de communiquer. Puis là, ben, c'est un problème parce que là, on vient de pousser une grosse responsabilité aux côtés de notre client. C'est le client qu'il faut qu'il s'occupe de ça. Donc, ça va être problématique parce que les clients ne sont pas nécessairement capables de faire ce job-là. Donc, dans un certificat SSL, il y a plein d'informations. Il y a le sujet du certificat. Là, en fait, ça correspond vite au serveur. L'idée de l'ID du serveur, le nom de domaine ou quelque chose. Ça a un lien avec l'URL que tu veux poker quand tu vas browser sur Internet. Bon. Il y a d'autres informations. Bon, il y a la clé publique du serveur, évidemment. C'est cette information-là qu'on veut avoir. Il y a une date d'expiration. Il y a de l'information sur la révocation. Donc, ça vient quand même complexifier un peu les trucs. Puis, il y a aussi, donc le certificat, pour être capable de valider que c'est bien lui du serveur, et non pas moi qui viens de me créer un certificat bidon pour Desjardins, le certificat, il doit être signé par une autorité de certification. Donc, il est signé avec la clé privée de cette autorité-là. Puis moi, en tant que client, pour le valider, ça me prend la clé publique de cette autorité-là. Puis là, la clé publique, pardon, je me suis trompé dans mes slides, la clé publique, il faut que j'aille la chercher sur le serveur qui a signé. Puis là, je vais chercher son certificat. Puis là, son certificat va être signé par une autre autorité de certification. Puis pour valider, il faut que j'aille chercher le certificat de cette nouvelle autorité-là. Pardon. Puis là, le nouveau certificat que je viens d'aller chercher, il va être signé par une autorité de certification. Il faut que j'aille chercher le certificat pour avoir la clé publique pour valider. Puis là, lui, il va être signé. Bon, OK, on comprend qu'on tourne en rond. Là, à un moment donné, magie, il y a un certificat qui n'est pas signé par personne, puis qu'on fait confiance. On fait confiance parce que Windows, Microsoft, ils ont décidé qu'ils le mettaient dans notre machine, on n'a pas besoin d'aller le chercher nulle part, puis tout le monde y fait confiance. Je ne sais pas c'est quoi les certificats qui sont dans ma machine, j'ai jamais vraiment regardé, je lui fais juste confiance, puis j'imagine que c'est la même chose pour la majorité de vous autres. Il y en a peut-être quelques-uns qui ont checké, voir qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Moi, j'ai jamais checké. Donc, grosso modo, c'est ça les étapes. Nous autres, ce qu'on va se focusser surtout, c'est la première partie, le sujet du certificat et la chaîne de certification. Donc, le client, ce qu'il faut qu'il fasse, les étapes de validation qu'il faut qu'il fasse, il y en a plusieurs. La première chose, c'est qu'il faut qu'il check l'URL que mon usager est en train de visiter, mettons desjardins.com dans mon browser. Est-ce qu'il match
avec le sujet dans mon certificat. T'sais, si tu vas voir Desjardins et tu reçois un certificat qui a été généré pour acme.com, ben c'est louche normalement. Donc, il faut qu'il y ait un match. Normalement, c'est pas trop difficile à faire. Là. Ça semble, ben, ça, si tu es égal à ça. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué parce que ton URL, il faut que tu la décortiques un peu. Il faut que tu enlèves la crap en avant, la crap en arrière. Mais grosso modo, en bout de ligne, c'est pas mal une égalité qu'il faut que tu testes. C'est pas de la rocket science. Faut que tu checkes si le certificat n'est pas expiré. Ça, j'en parlerai pas. Ça non plus, c'est pas très dur. Tu as une date, puis tu checkes. Bon, aujourd'hui, on est dessus du bon bord de la date. Là. Ça se fait bien normalement. Le certificat n'est pas révoqué. Ça, c'est plus compliqué. Ça marche pas. Mais j'en parle pas. Fait que c'est pas grave. Le quatrième point, c'est la validation de la chaîne. Donc, tantôt, puis là, c'est mon animation que je cherchais tantôt, elle est là. Bon, je l'ai trouvé. On tourne en rond. OK? Donc, il faut checker, il faut aller chercher le certificat, blablabla, il faut checker. Ça, c'est un petit peu plus touché, je pense. Puis, il y a aussi un concept que, bon, j'ai dit à la fin complètement, Leave Certificate Cannot Sign. Ça veut dire que moi, quand j'achète un certificat pour vrai, j'en ai un vrai, qui m'a coûté $15, ben, je peux pas l'utiliser puis signer un autre certificat avec. Parce que normalement, la chaîne serait valide, mon certificat est valide, je signe de quoi avec. Fait qu'il y a une petite passe-passe d'un certificat qui dit, toi, ce certificat-là, il a le droit de signer, puis lui, le mien que j'ai acheté, il n'a pas le droit de signer. Sinon, ça serait le bordel, je m'achèterais un certificat à $15, je me générerais un certificat pour Desjardins, puis toutes les autres banques, puis je serais bien content. Puis je serais pas ici parce que j'aurais de l'argent maudit. Donc, il y a une distinction entre je peux signer ou je peux pas signer. Bon, fait que là, la question, c'est qui implémente ces procédures de validation-là? Ben, il y a tous les web browsers. Puis les web browsers, ben, ils sont bons. Hein, il y a Chrome, puis Firefox. C'est une grosse équipe là, en arrière de Chrome. Je ne sais pas s'il y en a qui ont travaillé sur Chrome. Moi, je n'ai pas travaillé, ils ne veulent pas m'avoir, puis c'est une bonne affaire, mais ils sont bons, ceux-là qui travaillent sur Chrome. Il y a Firefox et Mozilla, puis ben, il y a Internet Explorer aussi, mais le monde qui travaille là-dessus, on peut penser qu'ils connaissent ça, ils ont des moyens, ils ont des grosses équipes, c'est des kingpins. Puis, malgré ça, ils se sont quand même pété à la gueule une couple de fois, mais sont bons. Puis aujourd'hui, ils le font bien, puis on est content entre ça. Bon, il y a les clients mail aussi. Là. Moi, j'ai Thunderbird. Mais normalement, quand tu fais un browser, tu fais un client mail aussi. Fait que c'est la même gang, c'est le même code, peut-être. Puis ils savent ce qu'ils font aussi. Fait que ça, c'est pas un problème. Les clients VPN, il faut qu'ils fassent de ça. Ben, eux autres, leur job, c'est de faire de la sécurité. Là. Fait que j'espère qu'ils savent comment valider un certificat. Bon, il y a tous les mécanismes quand tu fais un Windows Update, ben, tu peux espérer que l'update que tu ramasses, t'en ramasses bien de chez Microsoft et non pas de chez acme.com. Fait qu'il faut qu'il y ait le même principe, mais ils font un OS au complet, fait qu'ils doivent bien connaître ça. Donc, grosso modo, c'est des gros joueurs. Mais il y a un joueur qui me pose problème, moi, puis c'est pour ça que je fais une talk aujourd'hui, c'est qui développe des applications mobiles. Ben, c'est un peu n'importe qui. Puis les applications mobiles, ils ont quelque chose de particulier par rapport aux applications web. Par exemple, que les applications web, c'est aussi n'importe qui développe ça. Mais les applications mobiles, ils ont quelque chose de particulier, c'est que quand tu fais une application web, ben, ton browser va faire la validation pour toi. Le développeur, il n'a pas à s'en soucier. Quand tu fais une application mobile, tu n'es pas dans le browser. Ben, en tout cas, souvent, tu n'es pas dans le browser ou parfois, tu n'es pas dans le browser. Puis là, ben, c'est toi, en tant que développeur, qu'il faut qu'il gère ta validation. Premièrement, il faut que tu saches qu'il faut que tu fasses du SSL. Puis après ça, ben, il faut que tu le fasses comme il faut. Puis apparemment, c'est tough. Donc, c'est ça. Les mobiles, ceux qui font des applications mobiles, il faut qu'ils gèrent ça. C'est pas des experts en sécurité. Puis la plupart sont probablement même pas des experts en programmation. Puis c'est pas nécessairement super facile à faire comme tâche. Donc nous autres, il y en a pas mal de sites qui sont des experts en sécurité. Fait que ce que je dis depuis le début, c'est niaiseux. Mais quand même, aller implémenter ça sans te tromper, c'est peut-être pas si facile que ça. Puis le gros problème là-dedans, c'est quand tu fais une application web, puis quelqu'un fait une erreur, mettons, il met pas le certificat sur le serveur, ou il met un certificat self-sign, parce qu'il est poche, puis il sait pas ce qu'il fait. J'espère que vous faites pas ça. Donc, l'usager, quand il va sur le site, là, ben, il y a un gros truc. En fait, c'est difficile pour l'usager d'aller sur le site parce que le browser, il va l'empêcher. Il y a une grosse indication, attention, tu vas te faire hacker. Ben, comme quand hier, vous alliez sur le scoreboard du Hackfest, là, qui avait un certificat SEL5, ben, c'est un peu le même principe. Donc, l'usager, il y a une grosse indication. Dans une application mobile, si ton application
je sais pas, mais qui va sur Facebook ou sur Desjardins, elle n'utilise pas SSL pendant tout, ben tu le sauras pas. Ça va être en HTTP, puis tu le sauras pas en tant qu'usager. Il va falloir que tu pop Wireshark, puis tu enregistres ton trafic de ton application pour le savoir. Donc, l'outil qu'on a fait, c'est un outil, donc c'est un lab virtuel, je vais passer vite là-dessus. Donc, c'est full automatisé. Il va partir des AVD, il va installer des applications, il va setuper un truc réseau avec des DNS, des gateways, un fake serveur SSL. Je vais revenir tantôt un peu plus en détail avec ce qui se passe. Puis là, il joue avec l'application, puis il essaie de faire un man in the middle. Puis après ça, il ferme, puis il repart une autre application, puis il refait la même affaire. Il y a juste une partie que je vais passer un peu plus de temps parce que c'est un peu moins évident comment faire. C'est qu'on ne veut pas juste partir une application, on veut que l'application se connecte sur son serveur puis elle essaie de s'authentifier dans le fond avec le username password. Fait qu'il faut qu'on pousse l'application à faire ça. Fait que ce qu'on a fait, c'est que on a assis quelqu'un en avant d'un ordinateur, puis il a pris l'application, puis une fois, il a rentré la séquence d'actions qui lui permet de se connecter au serveur. Donc, il a rentré clique là, slide ça, username, password, submit. On a enregistré tout ça. Puis après ça, automatiquement, on est capable de rejouer la même séquence. Donc, on dit à Android, dans le fond, clique là, slide ça, mets ta souris là, entre ces caractères-là, pince sur le bouton là, pour refaire la même séquence dans différents contextes d'attaque après. Donc, on est capable d'automatiser une grosse partie. Il y a juste l'enregistrement qui doit se faire une fois, qui n'est pas automatisé encore. Donc, nos scénarios d'attaque, on a utilisé 4 scénarios d'attaque. On laisse l'application se connecter sur son vrai serveur, puis on check. On ne fait pas de man in the middle. On utilise un fake, là, je sais pas si ça ne doit pas vouloir dire grand-chose, mais on utilise un fake TCP server. Ça veut dire que c'est un serveur, c'est même pas un serveur HTTP, c'est juste un serveur qui va faire des SYNAC, dans le fond. Il va juste faire le handshake. Je vais revenir tantôt pourquoi. C'est quelque chose encore un peu particulier au monde mobile. Après ça, troisième expérience, là, dans le troisième, on fait un man in the middle, puis on lui donne un certificat statique. Ça veut dire que toutes les applications ramassent le même certificat. Peu importe s'ils veulent se connecter sur Desjardins, sur Facebook ou sur Twitter, ils ramassent tout le certificat pour cyberseclab.ca. Puis le quatrième scénario d'attaque, c'est que là, on va feeder un certificat qui est spécifique pour ce que l'application va aller chercher. Fait que si elle veut aller chercher sur Desjardins, on va lui feeder un certificat pour Desjardins. Si elle veut aller sur Facebook, on lui feeder un certificat pour Facebook. Bon. On a fait un dataset, on a pris 90 applications sur le Google Play, ils sont toutes dans le top 500 de leur catégorie, fait qu'ils sont quand même relativement un peu populaires. Puis là, on check nos expériences un peu plus en détail. Donc l'expérience 1, c'est on laisse l'application se connecter sur son serveur, puis on regarde ce qui se passe. Puis le but, pourquoi on fait ça, ou pourquoi on a fait ça au début, c'est qu'on s'est dit, ben quand nos expériences ne marcheront pas, puis qu'on va avoir de la misère, ben on veut revenir sur un baseline qu'on sait qui a marché, puis on va vouloir dire, OK, ça n'a pas marché à cause de ça. Parce que, par exemple, il essayait de se connecter sur tel serveur de pub, puis le serveur de pub, il n'était pas disponible dans notre environnement, puis là, ben, l'application a crashé ou elle a arrêté. Donc, c'était juste un peu un baseline pour comparer. Puis, on pensait vraiment pas, puis on était-tu naïf un peu, qu'on trouverait des résultats intéressants. Puis, comme dans toute expérience scientifique, ben, une chance qu'on a fait ça, parce que sinon, je pense que j'aurais été trop gêné de venir ici. Le stock hot, il est là-dedans. Puis là, c'est là qu'on va rire un peu. Donc, le serveur actuel, première chose, sur 90 apps, on a 11 qui n'utilisent pas SSL, pas en tout. Donc, c'est du HTTPS. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que dans Wireshark, le mot de passe, tu le vois en clair. Ben, 10, il est en clair, puis il y en a un qui a eu la bonne idée de le hasher avant de l'envoyer. Fait que c'est un hash MD5 pas salté. Fait que, bon, c'est intéressant comme constat. Ça part mal là, pour notre truc. On n'a même pas commencé à faire du man in the middle, puis on a déjà ramassé beaucoup de passwords. On a creusé un peu plus là-dedans. Notre outil, c'est un outil automatisé. Fait qu'il y a 3 applications pour lesquelles l'outil nous a dit ben, il ne disait pas ça vraiment, mais en tout cas, il a dit j'ai pas trouvé le password. Mais d'après moi, s'il y a un humain qui check, il pourrait trouver de quoi. Genre, là, le genre de truc, c'est j'ai vu le username passer, en clair. J'ai pas vu le password, mais j'ai vu le username. Fait que là, on se disait, bon, OK, peut-être que le password il a été haché avec un salt, fait que là, on n'est pas capable de le retrouver. S'il est haché pas salté, ben,
on peut précomputer les hashes pour le password qu'on utilise parce que c'est tout le temps le même. Puis on check, là. Mais s'il est salté, c'est un peu plus tough. Donc, c'était une possibilité. On s'est dit peut-être qu'ils utilisent de la crypto vraiment avancée ou quelque chose de même, je sais pas, ou custom. Fait qu'on était allé les voir manuellement, ceux-là, le code source, puis comment ils se comportent. Puis, il y en a 2 là-dessus qui ont eu la bonne idée de dire, ben, on va régler tous les problèmes du monde, on va hard-coder la clé publique dans le code source de l'application. Puis, on va pas encrypter, on va pas faire du SSL, fait qu'on va juste encrypter l'authentification, puis en fait, on va juste encrypter le mot de passe, parce que le username est en clair. Puis, après ça, tout le reste de l'échange va se faire en clair. Là. Fait que, donc, on pourrait possiblement facilement hijacker la session. Il utilise quand même du RSA, c'est quand même pas pire bien fait parce qu'il n'y a pas de replay attack. En tout cas, ils ont paddé le mot de passe avec de quoi de random un peu. Donc, ils se sont quand même forcés un peu, mais ils n'ont pas utilisé. Ça a probablement été bien moins tough d'utiliser SSL, là, mais ils ne l'ont pas fait. C'est pour 2. Il y en a une qui ont utilisé de quoi de différent, puis celle-là, je la garde pour la fin. On a, par erreur, parce que tous les résultats intéressants, c'est tout le temps des erreurs, par erreur, on a runné notre script de search, au lieu de le runner sur nos traces de trafic ou sur nos DOM de traces de trafic, on les a runnés sur un fichier qui est, dans le fond, le log à l'intérieur d'Android. Log 4. Puis, on a eu 10 passwords. Fait que dans le fond, il y a plein d'applications qui, pour une raison quelconque, dompent le password dans le log d'Android. Là, c'est pas le même vecteur d'attaque, pas en tout, là. Ça n'a rien à voir avec le man in the middle, tu peux faire ça sur le réseau. Ce que ça te prend une application malicieuse installée sur un device, donc personne n'a ça, parce qu'on est chanceux. Puis, cette application-là, ben, elle va accéder au log 4, puis elle va sniffer les passwords, puis après ça, elle va sortir ça. Le hic, il y a 2 hicks en fait, c'est que faut que soit que ton application soit Android, une version pré 4.1 pour que ton app malicieuse ait accès au log 4 de tout le monde. Donc ici, on est content qu'Android, il y ait eu un beau mouvement d'update, que ce soit facile d'updater ta version d'Android, puis qu'il n'y ait plus personne qui soit pré 4.1. Hein? Et, ou bien l'autre solution, c'est si tu es post 4.1, donc si tu es un des chanceux qui a été élu pour updater ton truc, ben il faut que faut pas que ton cell soit ton cell soit routé. Fait qu'on est content que personne route le cell. Donc ça, normalement, personne n'est vulnérable à ça. Mais c'est quand même drôle de voir qu'il y a du stock dans le 4 intéressant. On a fait d'autres, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, on a fait d'autres expériences. On a checké voir toutes les connexions SSL qui sont faites dans le trafic réel. Ben, il y en a une qui utilise SSL 3, puis toutes les autres utilisent TLS 1.0. On a checké c'est quoi les CipherSuits qui supportent. Bon, en tout cas, vous voyez rien, là, moi non plus. Puis c'est quand même assez symétrique. Puis j'ai un autre slide que vous voyez mieux, on ne comprend pas trop, mais dans le fond, ça veut dire que 74% des connexions SSL sont faites avec un pot de rouge, c'est mettons 35 CipherSuits, puis c'est tout le temps les mêmes 35. Puis après ça, il y en a 20% qui sont avec 34, puis c'est tout le temps les mêmes 34, puis 6% qui sont avec 41, puis c'est tout le temps les mêmes. Dans le fond, ce que moi j'en conclus, c'est que c'est un peu normal, c'est pas l'application qui va décider exactement c'est quoi les CipherSuits qu'elle veut utiliser. Normalement, ça va être des bundles qui viennent du OS, puis il y a l'air d'avoir comme 3 choix. Tu utilises ce bundle-là, ce bundle-là ou ce bundle-là. Je vais pas trop pousser plus loin, mais c'est quand même assez bien clusteré. Puis c'est intéressant que ça soit de même. Donc, deuxième expérience qu'on a faite, c'est notre faux serveur TCP. Donc, c'est un serveur qui fait juste du SYNAC. Parce que ce qu'on s'est dit, dans le fond, c'est qu'on s'est dit, premièrement, c'est bien trop facile, fait qu'on va essayer de se donner un peu de challenge. Supposons que je veux l'avoir le mot de passe en faisant un man in the middle, mais que le mot de passe passe en clair. Est-ce que j'ai besoin de faker le serveur de l'application? Ou bien, puis la réponse est non. Okay, fait que j'ai vendu le punch. Tout ce que j'ai à faire, c'est de faire un serveur que quand l'application va me faire un SYN pour faire le handshake, moi je vais faire un SYNAC, après ça, on va faire son hack.
Puis tout de suite après, l'application me dit, tiens, mon mot de passe, tiens, il est là mon mot de passe. J'ai même pas besoin d'y demander le mot de passe, elle me le donne. Dans une application web, normalement, ce serait pas de même. Là. La première chose que tu fais, tu fais un get pour avoir le formulaire pour que là, l'usager puisse remplir le mot de passe, username, password. Fait qu'il faut que ton serveur, ton fake serveur, ben, il renvoie un formulaire. Mais dans le monde mobile, le formulaire, il est déjà dans l'application. Fait que ton serveur, il a besoin de rien faire sauf de faire un snack. On avait 11 applications qui étaient vulnérables au truc d'en haut, là, quand c'était l'expérience numéro 1. L'expérience numéro 2, là, on a juste un fake TCP, on en a encore 6. Fait qu'il y a 6 applications qui vont te donner, ils vont te payer pour te donner leur mot de passe. Là. Fait que c'est assez facile. OK, là, expérience numéro 3, ça commence à être plus intéressant. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on a un faux DNS. L'application fait des requêtes DNS, puis nous autres, on va envoyer tout le trafic vers notre faux serveur DNS. Notre faux serveur SSL. Donc, tout le trafic va s'en aller sur notre faux serveur SSL. Là, l'application va dire, OK, moi, je veux faire du SSL, fait que donne-moi un certificat. Là, on va tout y renvoyer pour tout le monde le même certificat. Un certificat qui est fait, mettons, pour cyberseclab.ca, qui a très peu de chances que ça soit ça que l'application veut avoir. Normalement, ça ne devrait pas marcher parce que cyberseclab.ca, c'est pas égal à desjardins.com. Donc, on a 8 applications qui sont vulnérables à cette là, on fait du man in the middle au niveau SSL. Il y en a 8 qui sont vulnérables. Fait qu'il nous envoie le mot de passe. Donc, il accepte le handshake SSL puis il commence à envoyer les credentials. Il nous envoie le mot de passe. Il y en a qui le hash, il y en a qui le hash pas. On a fait 2 tests, on a les mêmes résultats. On a fait un avec un vrai certificat, donc le mien pour cyberseclab.ca. Puis on a fait un avec un certificat self-sign. Donc, même pas besoin de l'acheter, c'est encore plus cheap. Même pas besoin de l'acheter, tu te fais un certificat self-sign, puis l'application, elle le prend pareil. Fait qu'on en a 8, fait que ça va pas bien. OK, numéro 4, c'est encore plus complexe. Là, ce qu'on veut, c'est qu'on veut donner un certificat exactement pour ce que l'application veut avoir. On veut que le nom de domaine matche avec l'URL qu'elle veut poker. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dit on a un faux DNS. Pour chaque URL qui va avoir une requête, il va donner une adresse IP différente. Donc, 100.100.01, 100.100.02, 100.100.255. Séquentiellement de même. L'AVD va se connecter, va essayer de faire une connexion TCP sur ce IP-là. On va syncoller tout ça vers notre faux serveur SSL. Puis, en faisant notre syncall, notre NAT, dans le fond, on va utiliser des ports spécifiques. Donc, quand l'adresse c'est pour 001, on va mettre port 11001. En tout cas, ça par rapport, on va garder une trace de ça. Après ça, notre faux serveur SSL, ce qu'on veut, c'est qu'on veut qu'il génère on the fly un certificat pour l'URL qui était en haut. Fait que là, le chemin, c'est que le serveur, il dit, OK, moi, j'ai quelqu'un qui me poke sur le port 11001. Fait que je sais que il voulait l'IP 100.100.100.001. Fait que là, il va aller voir le DNS, il dit, hey, à qui t'as répondu 100.100.100.01? Là, le DNS va dire, c'était URL A. Fait que là, le serveur SSL, il va dire, OK, je vais me générer un certificat SSL pour le domaine qui match avec URL A, puis je vais envoyer ça à l'application. Bon, fait que c'est ça le schéma. En gros, là, le bottom line, c'est qu'on en a 4 de plus. Dans le fond, on a les 8 qui étaient vulnérables tantôt. Évidemment, ils sont encore vulnérables. Puis on en a 4 de plus, donc on en a 4 qui font le check d'égalité comme il faut, mais ils ne font pas la chaîne de signature comme il faut. Donc ici, ce qu'on a, notre certificat, il n'est pas plus valide, mais au moins, il a le même nom. C'est juste que la chaîne de certification n'est pas correcte. Soit il est self-sign, encore une fois, ou soit il est signé par mon vrai certificat qui, normalement, ne devrait pas avoir le droit de signer. Donc, il y en a 4, dans le fond, qui ne checkent pas ou qui checkent mal la chaîne de validation. Un petit sommaire des résultats. Donc, c'est ça. Il y en a plein qui n'utilisent pas SSL pantoute. Il y en a une gang qui accepte des certificats invalides. Il y en a quand même une bonne gang qu'on est capable de passer au travers, assez simplement. Puis, je veux juste mentionner, dans le fond, ce qui est en vert, c'est pas ceux-là qui sont sécuritaires, c'est ceux-là qu'on n'a pas trouvé de faille encore. Puis, en tout cas, ceux qui connaissent ça un peu, les scénarios qu'on a présentés, c'est définitivement pas exhaustif, c'est quand même un peu basic. On pourrait aller pousser un peu plus loin. On est en train de travailler sur différents scénarios qui vont permettre de pousser plus loin et d'essayer d'avoir un peu plus de succès.
Donc, moi, ma conclusion ici là-dedans, c'est que c'est un peu le bordel. Ça liste un peu les applications ou à quoi ils sont vulnérables. Donc, il y en a qui sont vulnérables à juste une affaire. Donc, ceux qui sont en gras, lui, on a juste trouvé le mot de passe dans log 4. Il ne passe pas en clair sur le réseau, puis le certificat, il est correct. Ou en tout cas, selon nos tests. Donc, c'est juste dans log 4. D'un autre côté, on a une couple d'applications qu'on est juste capable de les attaquer si on a en utilisant un URL dynamique. Il y en a une couple qui font du hashing, donc c'est pas particulièrement intéressant, fait que on s'en va plus loin. OK. L'application, tantôt, dans celle-là qui était suspicieuse, j'en ai une que j'ai laissée de côté, qui est particulièrement étrange, puis là, on va la regarder un peu en détail, puis on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, elle n'utilise pas de SSL TLS du tout pour faire, en tout cas, pour échanger les credentials. Par contre, elle va utiliser de l'encryption asymétrique. Puis le protocole, la façon qu'il fonctionne, un peu en résumé, c'est première étape, le client dit « Je veux me connecter au serveur. » Le serveur dit « Voici ma clé publique. Donne-moi ton mot de passe. » Et l'application répond avec « Voici mon mot de passe encrypté avec RSA en utilisant la clé publique que tu viens de me donner. » Donc là, la question, c'est ben là, c'est super secure. Il y a RSA là-dedans. Je vois quelque part RSA. Il y a clé publique, il y a password. C'est super secure. Fait que qu'est-ce qui pourrait avoir de problématique là-dedans? Est-ce que vous avez une idée? Il y a trois. Je sais pas, il y a 25 bonnes réponses. Il y en a trois que moi je connais. Est-ce qu'il y a un qui essaie de. Oui? OK, excellent. Donc, dans le fond, tu peux faire un man in the middle, puis fournir, donc en tant que faux serveur, tu fournis la clé publique que toi, tu veux. Là, ben, vu qu'à l'étape 2, c'est vraiment le serveur dit voici ma clé publique et non pas voici mon certificat, le client, il n'y a aucune façon de valider que la clé publique, c'est bien elle du serveur. Ah, ben, à moins qu'il l'hard code dans son code. Là, mais dans ce cas-ci, c'était pas le cas. Donc, on peut faire un man in the middle vraiment facile. On n'a pas besoin de forger un certificat. Tu envoies la clé publique que tu veux, tu vas être capable de décrypter. Bonne réponse. Mais, c'est quand même compliqué de monter ce genre d'attaque-là. Il faut que tu fasses un man in the middle. Mais c'est une excellente réponse. On a-tu de quoi, dans le fond, qui serait un peu plus powerful que ça, là, qui serait plus facile à faire, pardon, et, mais qui pourrait donner un résultat. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'autre? Si tu es capable de craquer la clé publique, c'est quand même intéressant comme réponse, mais en réalité, supposons qu'on est capable de le faire là, ben, s'il y a un certificat au complet puis on marche dans du vrai SSL, ben, on pourrait être capable aussi de faire l'affaire. Mais tu es quand même pas loin de la réponse que je m'attends pas à ce que personne trouve. Mais il en reste une autre, normalement, que quelqu'un devrait. L'autre vecteur d'attaque qu'on pourrait regarder, c'est un replay attack. Okay? Parce que dans le fond, il n'y a rien qui indique ici qu'il y a une valeur aléatoire qui est faite, puis que dans le fond, ce qui passe à l'étape 3, voici mon password encrypté avec RSA, ben, si c'est tout le temps le même password, puis c'est tout le temps la même clé, puis qu'il n'y a pas rien de nonce qui rentre là-dedans, qui varie à chaque fois, ben, l'encryption une fois va être la même chose que l'encryption deux fois. Fait qu'un replay attack, c'est un peu plus simple à exploiter, je pense. Il faut que tu captures le trafic une fois, puis après ça, ben, tu te fais une application de ton bord, tu poques le serveur, puis tu renvoies la string que tu as capturée. Mais c'est quand même un petit peu touché. Il faut que tu fasses une fausse application, puis il faut que tu. C'est ça. C'est la job. Fait qu'on va aller voir une troisième affaire qui marche pour cette app-là. Évidemment, ça ne marcherait pas pour toutes les. Oui? Oui, il y a vraiment juste le password qui est encrypté. Ça, c'est un. Comment?
c'est ça, tu peux faire un replay attack puis toi te réauthentifier, exactement. Puis ben probablement aussi qu'un coup qui est authentifié, le gars, tu peux hijacker sa session, j'imagine, parce que après ça, c'est tout en clair. Donc, c'est bien le fun. Tu le laisses authentifier, puis après ça, tu rentres dans sa session. Puis, donc, le truc qu'on va aller voir pour cette application-là, puis là, il faut vous voyez dans le fond qu'ils se sont quand même cassés la tête un peu. Ils ont fait du RSA, ils ont mis de la crypto là-dedans, puis ils ont importé de librairies, puis les autres font de l'encryption. Ils ont quand même cassé la tête, puis ils ont fait de quoi? Ils se sont dit, probablement qu'il y a quelqu'un qui leur disait, t'as peu, tu pourrais avoir un replay attack là-dedans. Il dit, ok, parfait, je vais changer ma clé publique à chaque fois d'abord. Il n'y aura pas de replay attack. Ça coûte. Pourquoi pas, why not? Fait que c'est effectivement ça qu'ils font, ils changent leur clé publique à chaque fois. Étrangement, ça ne règle pas pendant tout le problème du replay attack, là. Mais en fait, c'est parce qu'on va aller voir RSA, puis on va aller craquer RSA. Donc là, je suis dans Wireshark. Dans le fond, c'est une trace que j'ai déjà capturée de cette application-là. J'ai juste trouvé ce. Oups. Eh boy, ça part bien ma démo. Ça va pas long. Je recommence ça. Là, dans le fond, ce que je fais, c'est que je cherche pour mon username qu'on utilise tout le temps. Là, il revient dans une coupe de paquets, puis là, je sais c'est quoi le bon paquet, fait que je vais aller direct là-dessus. Bon, fait que ça, c'est le contenu de mon échange. Si vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est ma clé publique. OK, on va s'amener ça ici. On va-tu mieux ici? Oups. Regardez pas ça, c'est les réponses. Donc, ça, c'est ma clé publique. OK, fait qu'il transfère la clé publique en clair. C'est pas de certificat, c'est juste la clé publique. C'est quand même long. Plus c'est long, ben, ça va pas de ça. Size matters. Ça, c'est mon password. Le gars, il est marqué ici, password. OK? Là, ben, moi, je prends juste la partie qui m'intéresse, parce que je suis habitué. Donc, ça, c'est mon password. Fait que là, ce qu'on fait avec ça, là, on va aller se taper des formules mathématiques un peu. On espère que j'ai ça. Donc là, j'ai du hexa. Fait qu'on va dire, convertis-moi ça, qui est de l'hexa, en décimale. Parce que des applications, dans le fond, RSA, ça se fait pas sur du hexa, mais ça se fait sur du décimal. OK, donc ça, c'est mon résultat en décimale. Là, je vais aller faire une opération mathématique dessus. Là, vous avez le droit d'allumer à un moment donné et de dire ah! C'est tombé. Mais vous n'êtes pas obligé. Donc là, j'ai un autre nombre décimal. Là, je vais aller le convertir en binaire. Parce qu'on est des informaticiens, puis on lit bien plus du binaire, ça se lit bien mieux que l'hexa. Je suis obligé de faire ça. Ouais, je suis obligé de faire ça. Je m'excuse, c'est un peu long. Fait que là, vous pouvez commencer à lire les premiers trucs de binaire. Là. Puis pendant que ça load, ben, vous pouvez interpréter ça. Ah ouais, ah ouais. J'aurais dû l'avoir hein, déjà fait. Ça commence-tu à avoir Non. Oh crap. Ben, la clé n'est pas tout à fait factorisable. Il y en a-tu qui ont compris où est-ce que je m'en allais avec mon cubic root? Non, ok, c'est bon. Excellent, ça. Au moins, fait que je reviens pendant qu'il load, là je pense qu'il est. Ah. Donc, ma clé publique, c'est ça. Puis une clé publique, ben, on sait que c'est deux parties. Puis là, ben, lui, il m'a mis un beau backslash n là, pour me dire tes deux parties sont séparées là. Fait que ça, dans le fond, c'est mes deux parties de ma clé publique. Fait que là, il y a un 3. Puis tantôt, j'ai fait une opération un peu ésotérique, racine cubique. OK, 3 cubique. Ah, je ne l'aurai pas. Bon, je peux switcher de réseau.
Pendant que vous réfléchissez, hein, il est revenu le réseau du Hackfest? Bon. C'est un fail, mais bon. Donc là, on va se ramasser avec une séquence binaire de 71 digits. Puis là, ce que je vais faire, puis en fait, ça va-tu marcher si je fais ça? C'est ça direct? Je l'ai là. Bon, c'est ça. Je fais un test à l'aveugle. Non, c'est pas assez long, ça. On va voir si on a une partie. Là, pour ceux qui aiment pas ça lire du binaire, ouais, non, ok, ça marche pas. Pour ceux qui aiment pas ça, dans ma vraie démo, là, ceux qui aiment pas lire le binaire, ben, je vous le transforme en ASCII. Puis là, ça va être vraiment plate parce que j'ai pas assez long de TikTok. Ça marche pas tout ça. Donc, bref, écoute, vous viendrez me voir après si vous voulez avoir la vraie démo, mais qu'on ait du réseau. En fait, ce qui se passe, là, on prend notre grosse séquence binaire, puis là, on dit, OK, on veut lire ça en ASCII parce que ça me donne mal à la tête de lire 71 digits binaires. Puis l'ASCII, ben, c'est le password. OK? Puis ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que dans du RSA, quand tu encryptes, tu as deux opérations. Tu fais exposant une partie de la clé, modulo une partie de la clé. Fait que là, exposant 3, modulo, l'autre nombre, je ne vais pas le dire au complet, là, mais qui finit par 963. Fait que exposant 3, modulo, cette grosse affaire-là. Mais là, vu que les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils font password exposant 3. Puis normalement, un password, ça n'a pas 175 000 caractères. Ben, le password exposant 3, il est plus petit que le modulo. Fait que le modulo ne sert à rien. Fait que dans le fond, il y a 0 encryption RSA qui a été faite. L'encryption qui se produit, c'est exposant 3. Fait que c'est ça, dans le fond, l'algorithme d'encryption qu'ils ont utilisé. C'est comme la version boostée de RSA. Là. C'est pas encore sorti pour tout le monde, mais ça s'en vient. Fait que dans le fond, c'est ça. Initialement, quand on a parlé de SSL, ce qui est encrypté avec RSA, c'est pas le mot de passe, c'est la clé de session qui va être utilisée après ça pour faire le chiffrement symétrique. Donc, cette clé-là va être assez longue. Fait que, puis si c'est pas assez long, ben, on met du padding. Là. Mais on n'encrypte jamais un mot de passe avec RSA parce que ça va être trop court. Puis en plus, à un moment donné, ta clé, tu vas changer ta clé va grossir. Fait que ça va être tu vas avoir encore plus de mots de passe qui ne seront pas encryptés quand tu fais ça. Donc, en réalité, plus tu as une grosse clé RSA, moins l'encryption dans ce genre-là, elle marche parce que ton modulo ne passe jamais. Donc, RSA Custom, ben, c'est pas trop à conseiller. Donc, il y a plein de trucs qui vont pas bien dans cette application-là. Fait que si vous voulez voir un peu plus de trucs par rapport à ça, vous viendrez me voir, je vais être around toute la journée. Sinon, ben là, j'en fais pas en avant parce que surtout que ma mini démo a pas bien marché, fait que je vais sûrement pas faire la grosse, je vais mourir. Mais si vous voulez, dans le fond, voir un peu comment l'app fonctionne, ben vous pouvez venir me voir, puis je vais vous faire une mini démo de ça sans problème. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de ne pas y répondre. Mais allez-y. Oui. Oui, les clés, tu disais qu'ils changeaient à chaque fois. Mais ils gardaient toujours exposant. Ouais, c'est ça. Dans le fond, j'ai pas fini comme mon punch, mon super gros punch. C'est qu'ils changent leur clé publique à chaque fois, mais l'exposant, dans le fond, quand tu génères des clés, c'est un peu une pratique normale de tout le temps prendre le même exposant, puis tu veux un exposant qui n'est pas trop gros parce que ça accélère les trucs. Je pense que 65 531, c'est un bon choix. 3, je pense que c'est pas un bon choix. Mais dans le fond, tu fais ça parce que ça accélère. Ce que tu vas avoir, c'est un gros exposant, c'est plus rapide de même. Fait que les autres, ils ont tout le temps effectivement 3 comme exposant. En tout cas, dans tout ce que j'ai vu, ils ont tout le temps 3 comme exposant. S'il y avait un exposant plus gros, ben, ça marcherait juste pour les mots de passe plus petits. Fait qu'il faudrait utiliser les autres vecteurs d'attaque. Ouais. Ouais, il y a dans le fond, tu peux m'envoyer un mail
Sinon, il y a un article qui a été publié dans la conférence Foundation and Practice of Security 2015. Là, il n'est pas encore accessible parce que c'était la semaine passée, mais il va être accessible à maintenant. Mais sinon, va sur le site du lab ou envoie-moi un courriel ou viens me voir, je vais donner une carte, puis je peux t'envoyer un article d'une couple de pages qui décrit ça, là, comment ça fonctionne. Ouais. Ben, ça, toutes les applications qu'on a testées sont dans le top 500 de leur catégorie. Fait que je pense qu'il y a genre 18, ou en tout cas, il y en avait 18 quand on a pris, là, sur le Google Play, il y a 18 catégories. Fait qu'ils sont toutes dans les plus populaires de leur catégorie. On a enlevé des catégories que on pensait qu'il n'y aurait pas d'Internet. C'est sûr que si l'application n'a pas besoin d'Internet, ben on ne la prendra pas. Puis après ça, on a fait du random un peu là-dedans pour se ramasser un sample pour essayer de faire nos tests là-dessus. Ouais. C'est non d'application? Non. Oui, j'ai une liste. Non, tu ne l'auras pas. Je pense qu'il n'y a pas d'application, là. Il n'y a pas d'application hot. Desjardins ne sont pas là-dedans. Je l'ai parlé toute ma présentation, fait que je vais au moins dire qu'ils ne sont pas dans la liste. Il y en a quelques-unes que je connaissais, qui ne sont pas des applications, là, en tout cas, je ne vais pas dire oh shit, si ça c'est vulnérable, il faut que je fasse de quoi. À part l'application que j'ai présentée à la fin, j'ai même pas, moi, fait le mapping. Là. Je ne pourrais même pas dire le nom d'une autre qui est vulnérable. Parce que dans le fond, je suis un peu paranoïaque, mais entre autres, je travaille avec des étudiants, fait que les résultats, c'est tout le temps des ID qui ont. Évidemment, à quelque part, je l'ai le mapping ID puis le nom de l'application, mais normalement, on travaille pas avec. Là, juste pas. Je sais pas avoir de problème. Tu avais une question, je pense? C'est une excellente question. Là, j'ai l'air con parce que je ne sais pas la réponse. Ce que je peux te dire, c'est que quand tu vas sur Stack Overflow, le premier hit que tu as par rapport à ça, c'est comment disabler la validation des certificats. Fait que ça part. Fait que, vu que tout le monde code avec Stack Overflow, ben ça part mal. Je sais aussi que, dans le fond, j'ai oublié de le dire, puis je vais profiter de ta question pour le dire, parce que sinon, c'est pas fair, mais dans le fond, quand tu fais du SSL, tu ne codes pas le SSL, tu utilises une librairie. Le problème, c'est que les librairies de SSL, ils n'ont pas été faites pour les développeurs, genre comme moi, qui sont capables de faire du Java puis that's it, puis que quand ils tombent dans le C, ils disent oui, c'est trop bas niveau. Là. Ça a été fait pour le monde qui font les browsers, puis ceux qui sont hot, là, les ninjas. Fait qu'ils sont pas super, c'est pas clean code, c'est pas. Fait qu'il y a une librairie, entre autres, qu'il y a un paramètre que tu spécifies quel genre de validation tu veux qu'il fasse sur ton. Quand tu dis valide le certificat, tu spécifies quel genre de validation tu veux qu'il fasse. Fait que souvent, ce qu'on va voir, c'est le monde dit ben oui, fais de la validation, true. Valide mon certificat, true. Valide mon certificat, true. Mais en réalité, la fonction s'attend à avoir un int. 0, 1 ou 2. 0 étant valide rien. 1, true, étant fait de la validation sauf le hostname. Puis 2 étant full validation. Fait que là, le mapping, dans le fond, true à 1, il diminue le niveau. Ça fait que des librairies sont un peu. Fait qu'il y a de quoi à faire là-dedans. Ou il faut juste, dans le fond, savoir que quand tu vas faire de la validation, ben, ça serait peut-être une bonne idée de tester tes trucs après. Puis de faire attention quand tu l'écris. Je pense que je vais me faire kicker bien vite, mais on continue. Non, tu peux pas, c'est ça. Fait que je publierai pas la liste. Si tu racontes quelque chose, on peut pas vérifier que c'est vrai. Ben, ce que tu peux faire, c'est que tu peux venir me voir. Je vais m'arranger pour avoir le lab. Surtout si tu finances mon truc, je vais partager le lab avec toi. Tu vas pouvoir faire tes tests sur un dataset différent. Fait que tu n'auras probablement pas les mêmes résultats. Mais à la limite, ce que je suis prêt à faire, je vais te donner mon dataset. Je vais te donner les 90 apps que j'ai testées. Les noms des apps que j'ai testées, mais tu ne sais pas lesquels sont vulnérables là-dedans. Puis ça va être à toi de refaire le test. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais je te connais pas, fait que je vais pas te dire le nom des apps qui sont vulnérables. Bon, alright. Merci.